Bon, ça me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui notre collègue du département de philosophie, Michel Seymour, qui va nous entretenir de la problématique de l'inégalité et des égalités en éducation. Vous savez que cette problématique-là est au cœur du système scolaire québécois depuis une cinquantaine d'années. Ah, les autres universités, restez tranquilles, là. Vous fermez vos micros, s'il vous plaît, que tout le monde ferme le micro. La réforme parent était orientée vers la lutte contre les inégalités. Et trentaine d'années plus tard, à l'occasion des États généraux sur l'éducation, les commissaires des États généraux proposaient de remettre l'école québécoise sur les rails en matière d'égalité. Ça veut dire concrètement que cette école-là est sortie de ses rails. Et le phénomène est loin de diminuer aujourd'hui avec la ronde de compression qui se prépare partout en éducation. Donc, je vais laisser la parole à Michel, parce que là, on a perdu du temps, et je le présenterai peut-être dans la période de questions plus longuement. Vas-y, Michel. OK. Bien, merci beaucoup aux gens du CRIF de m'inviter. Merci à Maurice pour sa présentation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je vais vous entretenir un tout petit peu de ce qui se trouve dans mon livre Une idée de l'université, paru l'an dernier chez Boréal. Pour remonter au début du débat, bien sûr, il va falloir envisager la question des droits de scolarité brièvement. Et ensuite, je vais vous entretenir au sujet de 4 dérives universitaires. La dérive financière, la dérive entrepreneuriale, la dérive immobilière et la dérive de la gouvernance. Alors, ce sont les 4 thèmes que je veux aborder, mais pour y entrer, on retourne à l'origine du conflit, alors qu'il était question de gratuité scolaire. Donc, à l'université, on envisageait, il y a très longtemps, à l'occasion de la commission parents, en 1964, il y a 50 ans, on considérait donc que l'objectif de la gratuité à l'université était un objectif souhaitable à long terme. Donc ça, c'est il y a 50 ans qu'on envisageait cela. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à l'article 13C, énonce ce qui suit. L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité en fonction des capacités de chacun par tous les moyens appropriés, notamment par l'instauration progressive de la gratuité. Il y a eu beaucoup de débats sur le « et notamment », mais il s'est conclu ce débat-là dans le sens suivant. C'est une des choses essentielles, c'est pas la seule, et non pas une chose accessoire parmi d'autres. En 1976, c'est entré en vigueur. Il y a 160 pays qui l'ont signé, incluant le Canada. La gratuité est implantée dans une vingtaine de pays, et c'est seulement le tiers des pays de l'OCDE dont les droits de scolarité dépassent 1 500 $ US par année. Donc, l'objectif de la gratuité n'est pas un objectif idéaliste entretenu par une quelconque lubie de gauche. C'est un objectif réalisable, souhaitable et qui est implanté déjà dans plusieurs pays. Or, les droits de scolarité au Canada et aux États-Unis sont parmi les plus élevés de l'OCDE. Alors, quand on nous recommande d'avoir des droits de scolarité qui sont dans la moyenne canadienne, on nous demande de nous ranger encore plus du côté de ceux qui chargent plus cher pour accéder à l'université. Je veux quand même, puisque je suis philosophe, vous entretenir un petit peu de la perspective philosophique sur la gratuité scolaire à l'université, en l'occurrence en philosophie politique, et mon ouvrage commence sur cela. Le philosophe américain John Rawls, qui est de l'avis de la vaste majorité des gens en philosophie politique anglo-américaine, le plus grand penseur de philosophie politique au 20e siècle, défend un principe d'accessibilité au système d'éducation en général, via ce qu'il appelle le principe d'égalité des chances. Alors John Rawls, le voici, il est décédé en 2002,
son ouvrage, duquel va être extrait la brève citation que je vais vous donner, provient de son ouvrage le plus célèbre, donc Théorie de la justice. Donc, en 1971, dans cet ouvrage-là, Rawls écrit, et je me permets de lire jusqu'au bout, là, « Ceux qui ont des capacités et des talents semblables devraient avoir des chances semblables dans la vie. De manière plus précise, en supposant qu'il y a une répartition des atouts naturels, ceux qui sont au même niveau de talent et de capacité et qui ont le même désir de les utiliser devraient avoir les mêmes perspectives de succès, ceci sans tenir compte de leur position dans le système social. Dans tous les secteurs de la société, il devrait y avoir des perspectives à peu près égales de culture et de réalisation pour tous ceux qui ont des motivations et des dons semblables. Les attentes de ceux qui ont les mêmes capacités et les mêmes aspirations ne devraient pas être influencées par leur classe sociale. » À cela s'ajoute un autre extrait, la même page. Rawls insiste pour dire qu'il faut empêcher les accumulations excessives de propriétés et de richesses, mais aussi maintenir des possibilités égales d'éducation pour tous. Les chances d'acquérir de la culture et des compétences techniques ne devraient pas dépendre de notre situation de classe, et ainsi le système scolaire, qu'il soit public ou privé, devrait être conçu de manière à aplanir les barrières de classe. Alors ça, c'est la position de John Rawls à l'égard de l'égalité des chances. On pourrait en parler longuement. Il y a beaucoup d'autres citations que je pourrais utiliser. Je pourrais utiliser ses écrits les plus récents, dont La justice comme équité, où il répète les mêmes idées. Et ces idées-là de 1971, il les avait aussi énoncées en 1964. Alors, c'est des idées qu'il conserve depuis très longtemps. On pourrait réfléchir aux implications de la pensée de Rawls, mais il est clair que sa pensée a des répercussions aussi pour l'université. Ce n'est pas le système d'éducation primaire et secondaire seulement, c'est l'éducation supérieure qui est visée par Rawls. Le principe d'égalité des chances ne s'incarne pas de différentes façons. La manière paradigmatique d'incarner le principe d'égalité des chances, c'est dans le système d'éducation. C'est par le système d'éducation que se réalise l'égalité des chances. Et ça équivaut, l'égalité des chances, au sens de Rawls, à ce que nous avons appelé l'accessibilité. Alors, voilà le petit moment philosophique de ma présentation. La question se pose, cependant, est-ce que Rawls va être pour la gratuité? Bien, pour savoir s'il est pour la gratuité, il faudrait savoir si l'accessibilité va de pair avec la gratuité et en quel sens elle peut aller de pair. Et la bonne question à poser, c'est la sous-question, les droits de scolarité nuisent-ils à l'accessibilité? Si les droits de scolarité nuisent à l'accessibilité, bien, l'implantation de l'accessibilité, par voie de conséquence, requiert qu'on diminue et qu'on fasse disparaître les droits de scolarité. Alors, à cette question, est-ce que les droits de scolarité nuisent à l'accessibilité? Vous ne serez pas surpris que je réponde oui. Et j'ai 5 arguments que je vais donner très rapidement. Le premier, c'en est un qui provient justement d'une vision économiste des choses, une vision que je ne partage pas nécessairement, mais qui est une sorte de principe fondamental dans une certaine vision de l'économie. La loi de l'offre et la demande suppose que des prix élevés vont de pair avec une plus grande rareté de consommation. Hein? Déjà là, ça devrait instiller le doute dans la tête de ceux qui disent « ça n'a aucun impact, les droits de scolarité, sur l'accessibilité ». Deuxièmement, la hausse préconisée par le gouvernement Charest était accompagnée d'une bonification des régimes de prêt-bourse. Ces mesures visaient à minimiser l'impact négatif de la hausse de l'accessibilité. Donc, le gouvernement Charest admettait lui-même, implicitement, l'impact des droits de scolarité sur l'accessibilité, puisque la hausse devait être accompagnée de quelque chose qui permettait de compenser l'impact négatif sur l'accessibilité en haussant les bourses et les prêts. Il y a aussi l'étude du professeur Ross Finney de l'Université d'Ottawa qui ne se prononce pas sur le fond de la question, mais qui nous donne des chiffres instructifs. En Ontario, 39% des étudiants dont les parents ont des revenus oscillant entre 5 et 25 000 vont à l'université, alors que c'est 62% des étudiants dont les parents ont 100 000 $ et plus qui vont à l'université. Au Québec, c'est de 18% à 55%. 18% des étudiants dont les parents ont des revenus très faibles vont à l'université, mais 55% des étudiants dont les parents ont des revenus élevés
qui vont à l'université. Et c'est comme ça ailleurs dans le Canada, dans les provinces atlantiques, ça passe de 28 des étudiants de parents pauvres à 82 pour les étudiants de parents riches en termes d'accessibilité à l'université. Et dans les provinces de l'Ouest, on passe de 33 à 54. Donc, plus on est dans une famille riche, plus le pourcentage des gens accédant aux études supérieures est élevé. Un autre argument qui laisse entendre qu'il y a un impact des droits de scolarité sur l'accessibilité. Mais allons même du côté de ceux qui préconisaient la hausse. Le professeur Pierre Fortin, à 24 heures en 60 minutes, le 28 janvier 2013, dit à Anne-Marie Dussault, « Si vous installez la gratuité universitaire, il va rentrer entre 22 000 et 25 000 étudiants du jour au lendemain. » Ah bon? Il n'était pas censé avoir d'impact des droits de scolarité sur l'accessibilité, et tout d'un coup, on fait 180 degrés et on reconnaît que si on lève les droits, il y a entre 22 et 25 000 personnes qui rentrent à l'université. Et finalement, une étude plus récente, je ne sais pas s'il faut enfoncer le clou plus profondément, le Devoir du 2 septembre 2014 fait état d'une étude du professeur Pierre Doré et qui démontre que les droits de scolarité élevés réduisent bel et bien l'accès aux études universitaires. C'est la conclusion que tire son groupe de recherche de sociologie à l'UQAM, après avoir analysé sur une longue période de 1946 à 2011 l'effet des fluctuations des droits de scolarité sur différentes catégories d'étudiants en Ontario au Québec. Alors, j'estime provisoirement, en tout cas, à moins qu'il y ait des objections, que le débat est clos. Les étudiants avaient raison de dire qu'il y a un impact sur l'accessibilité des droits de scolarité. Donc, c'est ça, les droits de scolarité ont un impact négatif sur l'accessibilité. Bien sûr, la situation est complexe. Qu'est-ce qui fait qu'en Ontario, il y a un plus gros pourcentage d'étudiants qui vont à l'université parmi les familles pauvres que le pourcentage au Québec, alors que c'est plus cher en Ontario? C'est entre autres que, notamment, il peut y avoir d'autres facteurs comme une culture moins propice à envoyer nos enfants à l'université. Il y a des chiffres qui démontrent que les parents québécois francophones voient moins essentiel un baccalauréat. Alors, il y a un élément culturel, mais un élément culturel qui peut être fondé sur des situations socio-économiques. Et puis, il y a une culture de l'endettement qui est beaucoup plus implantée au Canada anglais et surtout aux États-Unis, qui fait en sorte que ça ne nous dérange pas de s'endetter beaucoup. Alors, il y a d'autres facteurs qui jouent, mais chose certaine, l'accessibilité est affectée par des droits de scolarité. Donc, si on défend l'accessibilité, il faut réduire et éventuellement éliminer les droits de scolarité. Alors, dans le contexte d'une situation difficile financièrement, on peut penser cependant qu'il faut être pragmatique. Et une façon de faire ça, ce serait d'implanter le gel dans la perspective de la gratuité. Le gel maintenu sur quelques années équivaut à une baisse des droits de scolarité, étant donné la hausse du coût de la vie. Alors, ce serait ça la mesure pragmatique dans un contexte de finances publiques difficiles. Et on ne peut pas dire que c'est arbitraire, parce que c'est fondé sur l'objectif de la gratuité, qui est fondé lui-même sur un principe d'accessibilité, qui est fondé lui-même en philosophie politique par un des philosophes les plus importants au 20e siècle. Alors, l'indexation est arbitraire, parce que l'indexation suppose que le montant actuel est juste et qu'il suffit de l'indexer. Le montant actuel, il n'est pas juste, puisqu'il nuit à l'accessibilité. Mais il y a quand même d'autres répliques qu'on peut considérer, et là, je vais m'engager dans des considérations qui ont trait justement à mes 4 dérives. Les finances publiques ne nous permettent pas quand même d'atteindre la gratuité à moyen terme, et pire encore, il y a un sous-financement du fonds de fonctionnement des universités qui risque d'empirer si on fait un gel. Alors, le gel peut être une mesure en soi pas trop exigeante, mais étant donné les besoins criants des universités québécoises dans leur fonds de fonctionnement, le gel ne fait qu'empirer une situation difficile. Alors, c'est ça le contre-argument. Par conséquent, on ne peut pas s'offrir la gratuité scolaire à l'université, répondront-ils. Et là, le mot crucial ici que j'ai mis en guillemets, c'est sous-financement. Et c'est là que j'embarque dans mon premier sujet, on peut dire mon deuxième sujet, à savoir ma première dérive, la dérive financière. Il y a quand même des éléments qui font que c'est un vrai PowerPoint. Ah, qu'est-ce qui s'est passé?
Dans l'affichage en haut. Regarde, non, ici. C'est-tu ici? Non, non, c'est ici. Ah, pardon. Non, il n'est pas correct. Il faut sortir de là. On commence, là. Bon. Alors donc, voilà. Dérive financière. Alors, il y a une question cruciale. Est-ce qu'il y a un sous-financement ou un mauvais financement? Vous vous rappelez que les étudiants disaient qu'il y avait un mauvais financement. Mais pour répondre à cette question, il faut regarder les chiffres. Selon la CREPUC, il y a, en 2010, une étude faisait état d'un manque à gagner de 600 millions de dollars dans l'ensemble des universités québécoises au chapitre. Qu'est-ce qui se passe, là? Les choses sont en train de... Décidément, moi, je suis dépassé par la technologie, là. Non, c'est peut-être juste... Je comprends pas. Selon la CREPUC... Excusez-moi. Oui? Excusez-moi, Francine Sinclair à l'UQO. En mettant plein d'écran à l'UDM, nous, ça fait en sorte qu'on ne voit plus rien. On a un tout petit carré, mais on est incapable de lire. J'imagine que c'est la même chose pour les autres constructions. Oui, c'est le cas à Sherbrooke, là. Donc, on va revenir au mode où on était tantôt, quoi. S'il vous plaît. On va revenir au modèle bénéfice. C'est ici que les gens vont voir un petit temps encore. Non, ici, c'est pas bon, là, tu sais. On devrait revenir au modèle médiéval où les gens parlaient. Pardon, là. Bon, là, ça marche plus. Ça marche plus. On va quitter cette patente-là, là. Et encore là, ça sort de là, quoi. Moi, ça me va. Et là, ça me va. Et là-bas, je ne sais pas. Ça, donc, tu ne peux plus utiliser ça, maintenant. Ah bon? OK, parfait. Parfait. OK. Alors, est-ce que ça va maintenant, là-bas, l'image? Ils nous entendent pas. Attendez, ça va-tu l'image ou quoi? C'est non. C'est non. Vous pouvez penser par concept, mais pour vous avoir besoin des images. Alors, selon la CREPUC, il y aurait un manque à gagner de 600 millions. C'est une étude de 2010. Au chapitre du fonds de fonctionnement. Ah, décidément. Attendez, bougez pas, je vais l'avoir. Michel, c'est ça, regarde ici, là. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas avancer, là, c'est ici, là, regarde. OK, je dois cliquer là. Je peux pas utiliser ça. Je peux pas utiliser ça? Je sais pas si tu peux utiliser ça, là, voyons. Mais non, Là, je mais vais non, lancer mais lui non. ici, après ça, si tu veux. Oui, tu Ouais, peux utiliser ok, ça, bon. là. Tu penses ici, là. Oh là là! Tu tombes ici, la flèche du bas. OK. Je reviens en arrière. Pardonnez-moi. Il y a un manque à gagner de 600 millions dans l'ensemble des universités québécoises, selon une étude de 2010 de la CREPUC. Donc, il y a un sous-financement du fonds de fonctionnement comparativement à la moyenne canadienne. La moyenne canadienne fait état, aurait 600 millions de plus en moyenne dans leurs universités. Nous, il nous manque 100 millions pour rejoindre la moyenne canadienne. Une première cause qu'il faut souligner et que je souligne dans mon livre, c'est que le gouvernement fédéral a réduit sa contribution au transfert vers les provinces pour équilibrer son budget au milieu des années 90 et il ne l'a jamais rétabli par la suite. Je ne sais pas si certains se souviennent, mais jusqu'à 2006, c'était unanime, tout le monde reconnaissait ça. Les professeurs, les étudiants, les recteurs, les gouvernements, les partis politiques, tout le monde au Québec s'entendait à dire qu'il y avait eu des coupures et qu'on n'avait pas rétabli les transferts après que les finances publiques canadiennes aient été remises en ordre. Mais le ministère des Finances du Canada voit la situation d'un œil différent. En effet, il considère plutôt une évolution normale et stable du pourcentage des dépenses d'éducation postsecondaire financées par le gouvernement fédéral. Avant 1995-96, le financement fédéral était de 25 %. Il a diminué à 20 % en 97-98, mais il a remonté graduellement pour atteindre 25 % en 2001
et dépasser les 25 % depuis 2003. Alors, du point de vue du gouvernement fédéral, il y a un financement qui s'est maintenu. Alors, comment expliquer l'affirmation qu'il y a un manque à gagner? Eh bien, la voici, c'est pas mon interprétation, c'est le ministère des Finances, en 2006, qui explique ce qui s'est passé. Je le cite. « Alors que la part totale de l'aide fédérale est demeurée relativement constante au fil du temps, environ 25 % des dépenses globales réalisées par les établissements d'enseignement postsecondaire. La combinaison des instruments fédéraux a changé. Aujourd'hui, une plus grande proportion de l'aide est fournie par des mesures directes plutôt que par des transferts aux provinces. On donne de l'argent aux professeurs, aux étudiants, aux centres et aux universités directement. Et globalement, ça fait la même somme, le même pourcentage de financement universitaire qu'avant 1995. Mais c'est au niveau des transferts que là, on n'a pas rétabli les choses. L'argent en moins au niveau des transferts, ça a été de l'argent en plus pour la recherche, pour dire ça simplement. Alors, voilà pourquoi l'argent des transferts, c'est l'argent avec lequel le gouvernement du Québec finance le fonds de fonctionnement. Donc, il a eu un manque à gagner du fonds de fonctionnement des universités québécoises parce que les transferts qui servent à financer le fonds de fonctionnement n'ont pas été rétablis et que l'argent, même s'il est globalement le même, a été investi plutôt directement aux professeurs, aux étudiants, aux centres et aux universités. Donc, il y a un manque à gagner par rapport aux transferts fédéraux que certains estiment maintenant en 2012, en tout cas à 3,5 milliards de dollars pour l'ensemble des provinces. Et le rétablissement de ces transferts permettrait de retrouver le niveau qu'ils avaient atteint antérieurement à la réforme Max-Worthy. Et pour le Québec, c'est à peu près 800 millions de dollars qui devraient être injectés en termes de transferts aux provinces pour qu'on soit en mesure de fonctionner comme on fonctionnait avant 1995. Alors, l'argent, quand je dis est allé à la recherche, voici un petit peu, pendant un bon bout de temps, là, ça redescend considérablement, mais les instituts de recherche en santé fonctionnaient en 2005-2006 avec 800 millions de dollars, le CRSNG avec 865 millions, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada avec 292 millions. Il y a eu le programme des frais indirects de 260 millions qui allait de pair avec la Fondation canadienne de l'innovation qui a mis 4,5 milliards sur une douzaine d'années. Le programme des bourses du millénaire, ça a été un des premiers programmes mis en place, qui était de 325 millions de dollars par année. Le programme des chaires du Canada, le programme des grands travaux concertés, et l'énumération pourrait se poursuivre longtemps. Il pleuvait des programmes. Et les professeurs se promènent dans les couloirs en se disant « Connais-tu le nouveau programme appliqué depuis hier? » Il pleuvait littéralement des programmes. Au Canada, le manque à gagner a été comblé par une hausse vertigineuse des droits de scolarité, ce qui entraîne des tonnes de problèmes. Aux États-Unis, on atteint 1000 milliards de dettes en termes de prêts. Alors, c'est catastrophique aux États-Unis. Au Canada, il y a les professeurs Côté et Allard qui ont documenté les impacts d'une hausse des droits de scolarité. On pourrait élaborer longuement là-dessus. Une autre cause, c'est que le gouvernement du Québec a réduit son enveloppe aux immobilisations. C'est la FQPPU qui a fait une enquête extrêmement fouillée sur le sujet, dirigée par Michel Ombriaco. Et en 1997-98, les opérations financées par le Fonds de fonctionnement au chapitre des immobilisations atteignaient à peu près 26 %. C'est-à-dire que 26 % de l'argent pour financer des programmes d'immobilisation était financé à partir du Fonds de fonctionnement. Mais en 2006-2007, les projets étaient financés maintenant à la hauteur de 45 % par les fonds de fonctionnement des universités. Donc, les fonds de fonctionnement des universités ont servi en grande partie et progressivement et de plus en plus à financer les programmes d'immobilisation. Alors, la conclusion, c'est que le gouvernement fédéral a été le premier instigateur du sous-financement en détournant l'argent des transferts qui assurent les services de base vers des investissements directs aux étudiants, profs, centres et universités, répondant à des besoins importants, mais au détriment de ceux qui sont assurés par le Fonds de fonctionnement. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de mauvais financement. Et puis, le gouvernement du Québec qui réduit à un moment crucial
son argent au niveau des immobilisations, force les universités à détourner leur fonds de fonctionnement pour l'utiliser à des fins des immobilisations, et c'est une autre sorte de mauvais financement. Alors, on peut dire que le sous-financement est causé par du mauvais financement. On a raison de dire ça, étant donné la conclusion que je tire ici. Ça, c'est la première dérive, la dérive financière. Allons voir maintenant la dérive entrepreneuriale. Ça, c'est un phénomène mondial. Il y a Stéphane Coligny en Grande-Bretagne, Alain Renaud en France, Noam Chomsky et Martha Nussbaum aux États-Unis, Côté et Allard au Canada, Normand Bergeron ici. Je veux dire, c'est généralisé. Tout le monde constate la dérive entrepreneuriale des universités. Alors, ça oppose deux conceptions d'université. Je m'excuse d'être un peu tranché. Il faut apporter des nuances dans les deux cas, là. Mais c'est quelque chose qui ressemble à peu près à la chose suivante. Une conception entrepreneuriale dominée par la logique de l'utilisateur payeur ou de l'étudiant investisseur, du professeur employé lié à un contrat de performance et de l'équilibre budgétaire de toutes les facultés universitaires. Ou alors, une conception qui voit l'université d'abord et avant tout comme une institution au service du bien commun et qui est marquée par des principes d'imputabilité, de transparence, de collégialité, d'égalité des chances et d'employabilité. Alors, il y a plusieurs missions à l'université. Je ne veux pas nécessairement énumérer tout ça. C'est sûr qu'il y a plusieurs objectifs qui doivent être visés par une université. Favoriser l'emploi, c'est certain. Permettre le développement d'expertise pour accéder à des professions qui sont utiles à la société dans son ensemble. C'est en ce sens-là que ça sert le bien commun. Ça ne sert pas seulement que ceux qui s'inscrivent à des cours et qui obtiennent des diplômes. Ça sert toute la société parce qu'on a des professions qui sont créées à partir de l'université. Elle garantit l'accessibilité à l'éducation. Elle favorise alors le principe d'égalité des chances. Elle assure une éducation permanente, elle donne un accès à la culture, elle assure la formation générale et l'esprit critique. Voilà un certain nombre des missions de l'université qui doivent être prises en compte. Alors, pour tenir compte des bénéfices personnels, un emploi lucratif, qui résulte de l'obtention d'un diplôme, ce n'est pas nécessaire de hausser les droits de scolarité. Le futur travailleur peut contribuer en payant plus d'impôts. Il faut donc un système d'imposition progressif, peut-être rétablir une partie des 16 paliers d'impôts que nous avions à une certaine époque. On en est à 4 maintenant. Et l'impôt, c'est une sorte de remboursement proportionnel aux revenus. Alors, pour que l'université soit un organisme voué à la recherche du bien commun, il faut sans doute maintenir des facultés lucratives qui rapportent des sous à l'université. HEC, Polytechnique, médecine à l'UDM, sciences de la gestion à l'UQAM, par exemple. Mais assurer en même temps l'application de principes de péréquation interfacultaire et des droits de scolarité gelés dans une perspective de gratuité. La péréquation interfacultaire, ça a été un débat constant à l'Assemblée universitaire de 2006 à 2012. On a grappillé enfin, au terme du processus, l'admission par l'université qu'il en faudrait un principe de péréquation interfacultaire où les facultés les plus riches permettent aux facultés qui le sont moins de fournir quand même des services éducatifs. Alors, il faut donc aussi récuser le modèle des universités à deux vitesses, celles de recherche et celles qui ne sont que liées à l'enseignement, bien sûr. Il y a plusieurs missions. Il faut admettre que chaque université peut remplir plusieurs missions. Je passe vite sur un certain nombre de détails. Mais il demeure un fait incontournable, c'est que pour remplir correctement cette mission-là, il faut répondre à des besoins qui sont des besoins qui se sont manifestés au sein du fonds de fonctionnement, pas nécessairement les salaires, mais les effectifs professoraux, selon Louis Guilde de l'UQAM et selon Michel Ombriaco. Il manque 1000 professeurs dans le système au Québec, professeurs d'université. Par exemple, le ratio était à la fin des années, au début des années 2000, fin des années 90, de 18 étudiants pour un professeur à l'Université de Montréal, en tenant compte des études supérieures. C'est pour ça que 18 étudiants, c'est le chiffre, là. Eh bien, on a dépassé, il y a quelques années, 25 et 26 étudiants par professeur. La CREPUC disait que c'était 18 étudiants par professeur. Donc, il y a un problème, il y a un manque d'effectifs professoraux. Le financement intégré des étudiants n'est pas assuré au niveau du doctorat pour l'ensemble
des universités. Il y a un manque criant des frais indirects de recherche qui apparaît. Lorsqu'on donne des subventions, on n'a pas toujours les frais indirects de recherche qui conviennent. Des problèmes, bien sûr, avec la rénovation des bâtiments. Ça, c'est des fonctions de base université et qu'on a été en difficulté d'assurer, étant donné le mauvais financement. Alors, les universités se transforment progressivement selon un modèle entrepreneurial. C'est facile de dire ça, mais on peut donner à peu près, je ne sais pas moi, 25 exemples de ça. Dans un texte que j'ai signé dans Le Devoir sur la conception entrepreneuriale, j'en ai donné un bon nombre. Des dirigeants administrateurs de carrière, des salaires de chefs d'entreprise, des primes de départ mirobolantes, des étudiants conçus comme des clients. La coopération et complémentarité interuniversitaire cède le pas à la compétitivité, aux classements internationaux, à une recherche de plus en plus ciblée, imposée par les organismes subventionnaires, de plus en plus industrielle et de plus en plus appliquée. On renonce à une administration collégiale. On concentre les pouvoirs on veut concentrer de plus en plus les pouvoirs dans le conseil de l'université, conformément aux vœux de l'IGOP et du projet de loi de la ministre Courchaine. On dépense 80 millions de dollars en 10 ans pour la publicité dans les universités québécoises. On se développe à proximité des universités concurrentes. On accorde des doctorats honoris causa à des personnes issues du monde des affaires. Les noms des bâtiments universitaires sont ceux d'hommes d'affaires. On assiste à la précarisation de l'emploi à l'université. On renonce à la péréquation interfacultaire. Voilà des indices qui se multiplient et qui donnent à tous le sentiment vécu quand on est à l'université que l'université se transforme en entreprise. Ça affecte les professeurs comment? Bien, ça nous affecte en se faisant traiter d'employés. C'est pas que nous ne sommes pas des employés, mais ce statut d'employé laisse entendre un statut subalterne, alors que je pense que c'est les directions universitaires qui devraient être au service de ces employés parce que les forces créatrices sont de ce côté-là. On renonce à une gestion collégiale. Les professeurs sont évalués au nombre de subventions obtenues, au nombre de publications réalisées et au nombre d'étudiants formés. Ils sont soumis à des impératifs de pure productivité. Dérive donc entrepreneuriale. Ce ne sont pas que les étudiants qui ont affirmé ça, mais ils l'ont affirmé aussi. Je pense qu'ils ont raison. Dérive immobilière. Tout le monde, les recteurs ont dit « Ah non, c'est seulement l'îlot voyageurs ». L'îlot voyageurs, mentionnons-le, en 5 ans, le budget du complexe des sciences et de l'îlot voyageurs est passé de 392 millions à 728 millions de dollars. Le fiasco a ainsi obligé Québec à allonger près de 380 millions pour sortir l'UQAM du pétrin. Mais 2 hôpitaux universitaires, alors que probablement on ne pouvait que s'en payer un. La dérive tentaculaire, comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire le fait que les universités s'établissent à proximité des autres. L'Université de Sherbrooke a un campus à Longueuil. L'Université du Québec à Trois-Rivières souhaite s'implanter à Drummondville. L'Université du Québec à Rimouski a un campus à Lévis. L'Université du Québec en Outaouais se trouve à Saint-Jérôme. L'Université de Montréal est à Laval. Longueuil est Terrebonne. Le campus Outremont, devant l'Office de consultation publique de Montréal, le recteur de l'époque, en février 2007, dit à l'Office de consultation publique que tout le changement, tout le projet complet de deuxième campus à la gare de triage d'Outremont va s'élever à 840 millions de dollars. Parce que c'est en moyenne 3 000 $ du mètre carré. Et il y a 280 000 mètres. Alors, ça donne 840 millions. Ils se sont fait pousser dans les câbles. Vous êtes sûr que ça ne coûtera pas plus cher. La seule hausse, ça va être celle du hausse du coût de la vie. Rien d'autre que ça. Eh bien, en 2012, on annonçait que le projet, avec bien sûr des nouvelles choses qui entrent en ligne de compte, des habitations, s'élevait maintenant au double, 1,6 milliard de dollars. Et j'ai milité, je milite encore au sein du Rassemblement pour la sauvegarde du 1420 boulevard Mont-Royal. Il y a là-dedans 22 000 mètres carrés nets d'espace. L'université voulait de l'espace, elle en avait en masse là.
Il y avait des unités qui y travaillaient. On peut y installer des classes, des départements, des bureaux de profs. Mais étant donné le projet d'Outremont, ils ont tout fait pour dire que ça coûte trop cher. Ils ont dit qu'il faudrait qu'on mette des bibliothèques, puis la capacité portante n'est pas au rendez-vous. Ça va coûter très cher d'instaurer des piliers, et c'est 140 millions qu'il faudrait dépenser pour rénover le 1420, même si c'est à côté du métro, dans le prolongement de l'université, un bâtiment qui a une vocation éducative, qui est un magnifique bâtiment dont on devrait s'enorgueillir. On veut dépenser plutôt le même argent à Outremont et on veut se départir de ça. Et grâce au rassemblement, il n'y a pas eu de vente à Catania. Je me calme. Pourquoi on investit toujours dans le béton et aussi peu dans l'éducation? Bien, on sait bien que le slogan habituel dit que là où l'industrie de la construction va, l'économie va. Mais il y a quelque chose de plus compliqué aussi. Ça ne rentre pas dans les dépenses récurrentes. Hausser le niveau des professeurs, hausser l'argent pour les bourses aux étudiants pour assurer le financement intégré, ça fait partie des dépenses récurrentes. Une dépense ponctuelle dans les immobilisations, ce n'est pas une dépense récurrente. Donc, on a une tendance à faire ça. Aussi, il faut dire que ça ne rentre pas dans le périmètre comptable du gouvernement. Quand on calcule les finances publiques du gouvernement, on ne calcule pas la dette immobilière des universités. Et les universités ont des dettes immobilières parfois importantes, mais ça paraît beaucoup plus grave que c'est, parce qu'il y a une partie d'entre elles qui est prise en charge par le gouvernement. Ici, à l'Université de Montréal, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les chiffres, mais je ne suis pas trop proche du bon chiffre. C'est à peu près 800 millions de dettes immobilières. C'est hallucinant, c'est plus grave que l'îlot voyageur, mais il y a à peu près 600 millions qui est pris en charge par le gouvernement du Québec. Il paye les taux d'intérêt, puis il rembourse progressivement le capital. Alors, c'est comme si c'était une dette du gouvernement, mais elle est dans une zone grise. Elle n'entre pas dans le périmètre comptable du gouvernement. Alors, toutes ces conditions-là font que vous voulez de l'argent, on va le mettre dans le béton. L'éducation, on verra. Si on regarde le tableau de 2007-2008, ça révèle que dans le chapitre des fonctions de l'Université de Montréal qui sont déficitaires, l'administration, peut-être à cause du logiciel de gestion intégrée, accuse un déficit important et le service de la dette, presque entièrement consacré à la dette immobilière, et l'autre poste qui accuse un déficit. Ça montre que ce qui est déficitaire, c'est les dépenses immobilières assumées par le fonds de fonctionnement. Mais s'il y a débat, je pense que le débat, c'est un peu clos avec la firme Secor, qui n'est pas exactement un think tank d'extrême gauche, qui, en novembre 2012, affirme que les projets du Programme québécois d'infrastructure atteignent 45 milliards sur 5 ans. Que les projets du Programme québécois d'infrastructure sont évalués à plus de 40 millions. Tous les projets qui valent plus de 40 millions accusent des dépassements de coûts atteignant en moyenne 56 % par rapport à l'évaluation initiale. Et les 18 plus gros projets, notamment l'échangeur Turcot, mais aussi des choses universitaires comme le CHUM, le CUSUM et le défunt Institut Normand Bethune, accusent en moyenne des dépassements de coûts par rapport aux évaluations initiales de 78 %. Alors, dérive immobilière, c'est QFD. Les étudiants prétendaient qu'il y avait une dérive immobilière. Je crois qu'il y a matière à croire qu'effectivement, il y en a eu une. J'arrive à mon dernier sujet. Je pense que je vais à un rythme satisfaisant. Bon, je vais m'ouvrir, je vais me prendre de l'eau, si je suis capable d'ouvrir la bouteille. Dérive de la gouvernance, peut-être le sujet le plus grave, et de plus en plus grave, c'est-à-dire. Vous vous rappelez que le projet de loi auquel j'ai fait allusion plus tôt de la ministre Courchaine prévoyait une concentration des pouvoirs au sein des conseils d'administration. Les conseils d'administration, on préconisait qu'ils soient composés aux 2/3 de représentants des milieux socio-économiques. Et on voulait faire 3 comités de vérification, ressources humaines, finances et immobilisation. Donc ça, c'était une manifestation là, de ce que j'appelle la dérive de la gouvernance, parce que, d'une certaine façon, c'est les professeurs à l'UQAM qui ont sonné l'alarme pour l'îlot voyageur.
et ça a passé tous les filtres des vérifications comptables et des conseils d'administration. C'est les professeurs qui manifestaient une vigilance. Alors, les éloigner du pouvoir ne m'apparaît pas exactement la chose à faire. Et les professeurs ne veulent pas co-gérer ou s'auto-gérer. Ils veulent simplement une administration où il y a un gestionnaire, mais qui gère de manière collégiale, au service des besoins des professeurs. Donc, les professeurs demandent quelque chose à la table de négo, le GPUM, on ne devrait pas recevoir une volée de bois vert et le rejet systématique avec un cahier de charges systématique demandé par l'administration. C'est une attitude de confrontation, pas d'écoute et de présence aux besoins des professeurs. Mais il y a plus grave encore du point de vue de la gestion. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, que le 25 octobre 2011, une déclaration des universités canadiennes, toutes les universités, les recteurs de toutes les universités, réunis à Montréal à l'occasion du centenaire de l'Association des universités et collèges du Canada, ils ont adopté à l'unanimité une nouvelle déclaration sur la liberté universitaire qui remplace celle qui avait été adoptée par les membres en 1988. Eh bien, dans ce document, on restreint la liberté universitaire à l'exercice de toutes sortes d'interventions des professeurs dans leur domaine d'expertise. Vous pouvez faire des interventions sociales dans les journaux, dans votre domaine d'expertise. Vous devez être évalué par vos pairs dans vos interventions. Vous ne pouvez pas vous comporter comme un citoyen qui ferait la critique de votre propre administration, par exemple. Ça n'est plus la liberté universitaire. La liberté universitaire, c'est les interventions que vous faites dans l'espace social, et pas simplement dans vos classes, mais dans votre domaine d'expertise. Le 4 novembre 2011, pas longtemps après, l'ACPU, l'Association canadienne des professeurs de l'université, est intervenue pour critiquer cette vision-là des choses des recteurs des universités. Dans une lettre ouverte. Alors, je pense que ces deux documents-là, vous pouvez les trouver sur le site de l'Association canadienne des professeurs d'université. Le devoir de loyauté est de plus en plus utilisé à toutes sortes de fins, principalement dans les collèges. Au nom du devoir de loyauté, il arrive toutes sortes de choses. Sachez que dans certains collèges, je ne veux pas en nommer, mais forcément pas trop, dans certains collèges, on interdit aux professeurs d'envoyer des courriers à leurs collègues pour faire état publiquement sur les réseaux sociaux ou dans les échanges électroniques avec l'adresse électronique du collège. On leur interdit de faire état d'un contentieux qu'ils pourraient avoir avec le département ou bien même l'administration du collège. Les professeurs n'ont pas le droit de s'écrire entre eux pour faire état d'un désaccord qu'ils auraient avec l'administration du collège. C'est des règles qu'on essaie d'implanter dans les collèges en ce moment. Devoir de loyauté, je le cite ici, c'est un code civil, je ne vais pas le lire. Ce qui est important, cependant, c'est qu'il y a des notices Éducalois fournit une notice sur ce que c'est le manquement au devoir de loyauté. Et toutes sortes de choses que la vaste majorité d'entre nous ne font jamais et ne pensent jamais à faire. Mais les deux derniers éléments peuvent être utilisés peut-être de manière exagérée. Nuire intentionnellement aux affaires et à la réputation de votre employeur. Réputation. On sait à quel point les SLAP sont possibles, les poursuites bâillons. Alors, à un moment donné, au nom de la réputation, du droit de la réputation, on peut vouloir bâillonner la liberté d'expression de ceux qui critiquent les administrations universitaires. Faire circuler des informations fausses. Là aussi, on peut essayer d'étirer le concept au point où une opinion exprimée, étayée avec des chiffres, ne suffit pas quand même à être vraie aux yeux de certains, ou à être plausible, ou à être défendable, ou à être faite de bonne foi. Alors que la recommandation de l'UNESCO, adoptée en 1997, c'est une recommandation de l'UNESCO, le 11 novembre 1997. À l'article 8, on dit qu'il convient de reconnaître que les organisations qui représentent le personnel enseignant de l'enseignement supérieur constituent une force qui peut contribuer grandement au progrès de l'éducation et qu'en conséquence, elles devraient être associées avec les autres partenaires et parties intéressées à l'élaboration de la politique de l'enseignement supérieur. Wow! On est dans l'utopie pure. À l'article 21, l'autogestion des universités.
par rapport à l'extérieur. La collégialité et une direction académique appropriée sont des éléments essentiels d'une véritable autonomie des établissements d'enseignement supérieur. Et à l'article 27, on précise, et l'article 26 aussi est pertinent, l'exercice des libertés académiques doit être garanti aux enseignants de l'enseignement supérieur, ce qui englobe la liberté d'enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté d'effectuer des recherches et d'en diffuser et publier les résultats, le droit d'exprimer librement leur opinion sur l'établissement ou le système au sein duquel ils travaillent. Le droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle et celui de participer librement aux activités d'organisations professionnelles ou d'organisations académiques représentatives. Je n'en dis pas plus. Donc, je conclus, parce que là, c'est une dérive de la gouvernance, le 4e thème, je conclus, on aurait besoin de mettre en place les États généraux de l'éducation supérieure. Sans attendre l'initiative du gouvernement et des recteurs. Elle ne viendra pas d'eux. Ils embarqueront en temps et lieu, on ne veut pas les exclure, mais il ne faut pas attendre qu'ils décident des États généraux pour les faire. La FQPPU, la FNEC, les syndicats non affiliés, les associations étudiantes devraient prendre l'initiative de les organiser. Il y a plusieurs sujets à discuter. En voici quelques-uns. La conception de l'université, la liberté académique, le droit de grève des étudiants, la gouvernance des universités, le financement de l'université, le développement des immobilisations, le développement de la recherche, les droits de scolarité, l'assurance qualité, le déclassement des profs de cégep. Cela a été retiré, mais il n'empêche, ça peut revenir. Je vous remercie.